Chers amis téléspectateurs, j'espère tout d'abord que vous avez passé un excellent week-end pascal. Il reste 4 jours cette semaine, et je voudrais en 4 jours dresser un scénario possible jusqu'en 2022 sur les plans politiques, économiques, social et culturels. Et donc aujourd'hui, je voudrais démarrer par un premier scénario politique qui pourrait se dérouler jusqu'en 2022, sachant que ce scénario n'engage évidemment que votre modeste chroniqueur. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons un gouvernement qui est objectivement discrédité. Il ne sait pas gérer le coronavirus, il a menti un nombre incalculable de fois depuis 2 mois, il a menti, s'est démenti, a rementi, a re-rementi, puis s'est redémenti. Plus personne ne sait exactement ce qui se passe, ce qui va se passer, comment nous allons sortir du confinement, quelles seront les conséquences de ce confinement. Donc le gouvernement est discrédité, c'est un fait. Et le législatif, fait preuve d'une inconstance et d'une nullité sans pareil. Nous avons rarement eu une majorité législative, qui est composée donc de La République En Marche, nous avons rarement eu une telle nullité dans l'hémicycle, avec des prises de parole qui sont au-delà du consternant. Donc un exécutif discrédité, un législatif absolument nul. Et résultat des courses, eh bien la majorité des Français aujourd'hui n'a plus confiance ni dans l'exécutif ni dans le législatif et n'a pas confiance sur la sortie du coronavirus par rapport à ces dirigeants qui ne savent pas gouverner, car nous n'avons pas de gouvernants, nous avons uniquement des communicants qui en plus de ça communiquent très mal, parce que la base évidente de la communication, c'est d'abord l'authenticité. Or, le gouvernement et le législatif mentent tout le temps. Que peut-il donc se passer jusqu'en 2022? 2 scénarios possibles. Ou bien Macron décide de rester président de la République, avec une majorité à sa botte. C'est évidemment un scénario très confortable. Macron et Tante Bricheton sont dans une situation personnelle extraordinaire, des centaines de serviteurs autour d'eux 24 heures sur 24 pour leur assurer une vie plus que confortable. Il n'y a pas tellement de raison finalement de se séparer prématurément de ce genre de vie royale. Et puis je pense à tous ces députés LREM dont la nullité est accablante, qui risquent en cas d'élection de ne pas être réélus. La soupe est très bonne, si on peut en profiter pendant 2 ans, pourquoi pas? Dans ce scénario, c'est une catastrophe pour la France, il n'y aura plus aucune véritable mesure de redressement qui sera entreprise, c'est donc le scénario catastrophe. Deuxième scénario possible, la pression populaire est telle que Macron donne sa démission et des élections ont lieu pour élire un président de la République et une nouvelle majorité législative. Mais vous allez me dire, oui, mais qui à la place de Macron? Eh bien, un élu, un député me disait récemment, n'importe qui, mais plus Macron. Parce que Macron, c'est le pire d'entre les pires. Voilà. Alors c'est un scénario évidemment qui n'est pas très brillant, mais ça pourrait être éventuellement mieux que ce qui se passe maintenant. Maintenant, quelle est mon impression personnelle par rapport à ces 2 scénarios? Je crois vraiment que le scénario numéro 1 va être malheureusement le scénario probable. Macron va conserver son pouvoir, LREM va continuer à être majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce sera donc très mauvais pour la France. Nous allons vivre une vie politique pendant les 2 ans qui viennent qui sera probablement relativement dramatique. C'est malheureusement le scénario qui a l'air de se profiler à l'horizon. Voilà donc pour cette perspective politique, et nous aurons demain une perspective économique. Je vous dis donc à demain et vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, après avoir évoqué hier un scénario politique pour les 2 années qui viennent, je voudrais aborder ce soir le scénario économique. Que peut-il se passer en 2020, 2021 et 2022? À l'évidence,
toutes les prévisions gouvernementales sont une vaste blague. Le gouvernement dit absolument n'importe quoi. Cela dit, ce n'est pas nouveau parce que depuis 15 ou 20 ans, les prévisions gouvernementales sont systématiquement démenties par les faits. Mais là, dans cette crise aussi grave, la prévision gouvernementale prête vraiment à rire. On se demande s'il y a des économistes sérieux au gouvernement. Alors je voudrais aborder ce qu'on appelle les grands indicateurs macroéconomiques et essayer de voir ce qu'ils peuvent devenir à la fin de l'année. Premier indicateur, c'est la fameuse production intérieure brute. À l'évidence, la production intérieure brute va chuter cette année considérablement, probablement de 10%. Je rappelle simplement que pour simplement maintenir le taux de chômage, il faut que la production intérieure brute soit au moins de 2% en croissance chaque année. Là, nous allons avoir une diminution de 10%. Ce qui veut dire que le second indicateur, qui est le taux de chômage, va évidemment être un indicateur particulièrement dégradé. Les 8% de chômeurs officiels recensés par les statistiques officielles, ces 8% vont passer probablement à 15% et ce que l'on appelle toutes les catégories de chômeurs confondus vont dépasser les 30%. Donc un taux de chômage absolument considérable et dramatique. Le commerce extérieur, qui était déjà passablement dégradé, avec un déficit annuel régulièrement de 60-70 milliards d'euros, devrait allègrement dépasser les 100 milliards d'euros cette année, car nous avons des importations qui sont obligatoires, comme par exemple le pétrole, mais nous exporterons évidemment beaucoup moins, compte tenu du fait que l'appareil de production est partiellement en panne. Voilà donc pour ce qui est le commerce extérieur. Le déficit budgétaire était déjà prévu pour atteindre pratiquement 100 milliards d'euros cette année. Il va évidemment bondir à 150 à 200 milliards d'euros, un trou absolument considérable qui va porter notre dette publique magnifique, qui est de l'ordre aujourd'hui de 2400-2500 milliards d'euros, à probablement 2700 milliards d'euros, 2800 milliards d'euros, on ne sait plus très bien. Nous jonglons avec les dizaines de milliards d'euros de déficit sur tous les sujets. Tout cela va se traduire pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les professions libérales, tous les auto-entrepreneurs, par évidemment une crise considérable dans leur activité qui évidemment va les faire considérablement souffrir, sachant que les grandes entreprises, elles, seront probablement un peu mieux protégées. Pour conclure ce scénario économique, l'on peut dire objectivement, et je crois que les téléspectateurs de TV Liberté sont des gens avertis qui n'ont pas peur de la vérité, nous nous acheminons vers une petite catastrophe économique. Nous mettrons probablement 2 ans, 3 ans pour nous redresser. Il va donc falloir serrer les dents, il va donc falloir faire preuve de beaucoup d'inventivité, de beaucoup de courage, car ces perspectives économiques sont objectivement assez catastrophiques. Voilà pour le scénario économique et j'aborderai demain le scénario social. Je vous dis donc à demain. Chers amis téléspectateurs, après avoir évoqué mardi un scénario politique et mercredi un scénario économique, je voudrais maintenant évoquer un scénario social. Que peut-il se passer sur le plan social dans les 2 années qui viennent avant l'élection attendue de 2022? Quand nous parlons aujourd'hui, et l'on entend beaucoup ça dans les grands médias officiels à la solde du gouvernement, d'une unité nationale autour du gouvernement, c'est une vaste rigolade. Et l'unité n'existe évidemment pas. Les Français sont extrêmement défiants vis-à-vis de l'exécutif et du législatif et l'on ne voit pas beaucoup d'unité nationale poindre à l'horizon. Au contraire, si l'on examine de façon très précise ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion,
nous voyons clairement que les fractures sont en train de se multiplier. Je voudrais en citer quelques-unes. Il y a une fracture évidente entre les centres urbains qui respectent assez mal le confinement et les petites villes de province qui, elles, le respectent assez bien et qui voient des afflux de citadins dans les provinces françaises. Ces afflux sont extrêmement mal vus par la population locale et on peut d'ailleurs, d'une certaine façon, les comprendre. L'on voit également, autre fracture, qu'il y a toute une partie de population protégée, qui est la population des cadres, des grandes entreprises, par rapport à une population beaucoup moins protégée, qui actuellement commence à souffrir beaucoup et souffre vraiment énormément en ce moment et évidemment dans les mois qui viennent, qui est la population des petites entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et j'en passe. Il y a donc là une fracture qui est en train de se créer. Il y a aussi une fracture entre ceux qui se sont mis au chômage technique, ou qui ont été mis, pardon, au chômage technique, qui ne travaillent plus ou beaucoup moins, et puis ceux qui continuent à travailler et qui se disent, nous on travaille beaucoup, il y en a qui ne travaillent plus, mais qui vont avoir des revenus assez proches de ce qu'ils avaient en travaillant. Donc là, il y a des fractures qui sont en train de se créer, et une espèce de distorsion qui se crée entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Il y a la sortie du confinement, que va-t-il se passer? Des études précises indiquent que beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs semaines, parce qu'ils sont en chômage technique, dès la fin du confinement, entendent prendre des vacances pour prolonger cette période d'inactivité. Il peut y avoir un problème en termes d'activité. Sur le plan de grands sujets comme l'islamisation de la France, par exemple, eh bien, l'islamisation de la France continue. Pendant les travaux, l'islamisation continue, comme on dit. Voilà, donc on s'aperçoit que là aussi, cela peut poser problème. L'immigration n'est pas du tout stoppée. Les frontières restent absolument ouvertes et il faut vraiment se pincer lorsque l'on entend Macron, chef de guerre, faire des grands mouvements de menton en parlant de la fermeture des frontières au niveau de l'espace Schengen. Oui, mon cher Manu, mais quand les gens à l'intérieur de l'espace Schengen peuvent se balader comme ils le veulent, on voit bien que les frontières ne sont absolument pas fermées et que tu te moques de nous. Donc, les fractures se multiplient, le chômage va augmenter, la pauvreté va augmenter. Comment va se passer la sortie du confinement? Des centres d'analyse, de recherche, qui travaillent notamment pour le gouvernement ou pour l'État, sont extrêmement dubitatifs sur la sortie du confinement et pensent que sur le plan social, cela peut se traduire par des troubles beaucoup plus importants que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui dans un paysage qui apparaît assez calme. Voilà. Donc le scénario de votre modeste chroniqueur de TV Liberté est que la sortie du confinement, les mois qui suivent, l'année prochaine, seront sur le plan social des périodes extrêmement difficiles à vivre et là encore, il faudra faire le dos rond et faire en sorte que la France puisse sortir par le haut d'une période sociale qui s'annonce extrêmement turbulente. Voilà, il me restera demain, et ce sera la dernière série des scénarios, après avoir abordé les scénarios politiques, économiques et sociaux, nous parlerons demain du scénario culturel. Je vous dis donc à demain. Chers amis téléspectateurs, nous abordons ce soir le dernier volet de nos scénarios. Nous avons abordé les scénarios politiques, économiques, sociaux et aujourd'hui nous abordons, pour conclure la série, le scénario culturel. Que se passe-t-il sur le plan culturel en ce moment? Comment la France vit-elle sur le plan culturel? La première chose qu'il faut remarquer, c'est que l'éducation nationale ayant fermé tous les établissements, il y a donc 12 millions de scolarisés, que ce soit des enfants ou des étudiants, qui évidemment aujourd'hui ne vont plus ni à l'école, ni au collège, ni au lycée, ni à l'université. Cela fait tout de même une grosse population qui aujourd'hui n'a plus la possibilité de se développer culturellement, si l'on peut estimer que l'éducation nationale développe culturellement notre jeunesse, ce qui est un autre débat que je n'ouvrirai pas aujourd'hui.
Donc, petit problème tout de même du côté de la jeunesse, même si, évidemment, comme toujours, un certain nombre de jeunes se livrent à des travaux intelligents de développement culturel personnel. À l'intérieur du confinement, les familles sont donc chez elles, ou les personnes isolées, et donc il y a deux nounous finalement qui entourent la population déconfinée. Il y a la première nounou qui est la nounou télévision, et la seconde nounou qui est la nounou internet. Que dire de ces deux nounous? La nounou télévision, à l'évidence, n'est pas d'un grand secours sur le plan culturel. Nous savons que les médias, sur le plan culturel, ne remplissent pas du tout le rôle qu'elles devraient jouer, malheureusement, mais c'est ainsi. En revanche, sur Internet, la population qui n'arrête pas de surfer sur le web, comme on dit, arrive finalement à glaner des informations qui peuvent donner des pistes de réflexion, qui peuvent pousser à des raisonnements complémentaires, à des discussions, à des lectures sur Internet, qui font qu'une certaine diffusion de la culture doit se manifester en ce moment par Internet. Les gens finalement, aujourd'hui, comprennent que sur les plans politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels, les médias traditionnels ne remplissent pas du tout leur rôle, qu'il faut donc probablement compléter, que en ce moment, Internet offre des compléments intelligents. Donc on peut estimer que sur le plan de la culture, le confinement peut apporter quelque chose grâce à Internet. Cela dit, globalement, ne nous faisons pas trop d'illusions, la population française n'est plus cultivée, les différentes études qui sont menées chaque année sur le sujet le montrent clairement, et donc il n'y a pas de grands espoirs qu'il y ait un grand réveil culturel. Ce que l'on peut estimer probable comme scénario, c'est que tout de même, un certain nombre de Français qui jusque-là étaient véritablement liés à ce qu'on appelle les grands médias, qui sont les grands médias aux ordres du gouvernement, aux ordres de l'éducation nationale, ces grands médias diffusant toujours et répétitivement la même parole qui n'est pas du tout une parole de culture. On peut estimer qu'un certain nombre de Français ont pris conscience par cette période de confinement qui leur a permis d'aller regarder ailleurs, grâce à Internet notamment, auront la possibilité de réfléchir davantage, de se cultiver davantage et donc de hausser leur niveau notamment de connaissance. Sans ce niveau de connaissance, la culture évidemment ne peut porter véritablement son nom. Voilà donc les scénarios que je souhaitais développer avec vous. J'espère qu'ils ne vous ont pas traumatisé et nous reprendrons à partir de lundi prochain le cours des chroniques ordinaires. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi prochain.